Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Catherine Labbé, qui est responsable des affaires scientifiques à Carthagène. Donc, Carthagène, en bref, c'est une grande cohorte populationnelle longitudinale de Québec avec plus de 40 000 participants représentatifs de la population âgée de 40 à 69 ans au recrutement. Les bases de données de Carthagène renferment plus de 4 000 variables par participant, questionnaire de santé, nutrition, environnement, etc. Carthagène a aussi des données génétiques, mais également des IRM de cerveau et un accès aux bases de données gouvernementales. Les échantillons disponibles sont également disponibles pour plus de 30 000 participants. Les données et les échantillons biologiques de Carthagène sont également disponibles pour tous les chercheurs en santé. Donc, Catherine va nous expliquer ça en plus en détail. Merci, Catherine. Bonjour, merci Stéphane. Donc, je suis heureuse d'être ici aujourd'hui pour vous présenter Carthagène. Donc, je suis responsable des affaires scientifiques, comme l'a dit Stéphane, et un de mes rôles, c'est de me promener dans les centres de recherche au Québec pour parler de Carthagène, parce qu'on est une ressource publique. On va être utilisé par un maximum de chercheurs au Québec. Puis, ça marche particulièrement, Carthagène, avec l'Institut universitaire de gériatrie, parce que on a une cohorte qui vieillit. Donc, j'espère que vous allez apprécier la présentation. C'est une présentation qui se veut courte, mais si vous voulez m'interrompre à tout moment, allez-y. Puis après, il peut y avoir une période de questions aussi. N'hésitez pas. Donc, si vous pensez à des choses qui pourraient s'inscrire dans votre programme de recherche, je suis là pour répondre à vos questions. Puis, je suis à Carthagène depuis presque 8 ans, donc je commence à connaître la ressource un peu. Donc, Carthagène, c'est une plateforme de recherche financée par des fonds publics qui, euh, qui a été créée pour accélérer la recherche en santé et en réduire les coûts, parce que c'est beaucoup plus facile d'utiliser une cohorte existante que d'en commencer une à nouveau. Et donc, les mandats de Carthagène, c'est le recrutement et suivi d'une cohorte populationnelle composée de 43 000 participants. Ces participants-là, on a visé des gens de 40 à 69 ans au recrutement. Puis pour faciliter le recrutement, on a ciblé des gens dans 6 régions euh, euh, administratives de recensement. Donc, Québec, Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières, Gatineau et Saguenay. Euh, carac- euh, Carthagène a des caractéristiques uniques qui nous distinguent des autres cohortes. Donc, on est la plus grande cohorte populationnelle et biobanque au Québec. On a 43 000 participants. Et on a des échantillons biologiques sur 30 000 de ces participants. On a un consentement large, j'en parlais un petit peu plus tard, mais donc ça veut dire qu'on peut utiliser les données et échantillons de Carthagène pour tous les projets de recherche en santé, pas seulement pour une seule maladie, par exemple. On a un arrimage de nos données avec les données médico-administratives. Donc, on reçoit des mises à jour annuelles de données médicaux, registre du cancer du sein, etc. Donc, on a un suivi, on a beaucoup de variables de santé, puis probablement plus que 4 000, mais je surfe avec ce chiffre-là depuis des années. Un suivi longitudinal, donc qui inclut des questionnaires récurrents et puis justement les données médico-administratives. Et puis, pour une certaine proportion des participants, on a un partenariat avec Balzac, donc il y a des reconstitutions généalogiques, pour ceux que ça intéresse. Et Carthagène est membre d'un consortium canadien qui s'appelle CanPat, qui comprend des données harmonisées sur 300 000 Canadiens. Donc, consentement large, à l'époque, quand ça a été conçu, c'était quelque chose de quand même assez innovateur. Ça voulait dire demander aux participants de nous permettre de faire des recherches sur n'importe quel sujet en santé pendant la durée de vie de l'étude qui a été mise à 50 ans. Et puis de nous permettre d'avoir accès à leurs données médico-administratives. Pas leurs dossiers médicaux.
Ça, on n'a pas accès à ça, puis c'est clair dans notre consentement, mais les données médico-administratives, donc les différentes bases de données de médicaux, puis registre du cancer du sein, comme j'ai dit, base des décès de l'ISQ. Il y a une certaine proportion des participants aussi qui ont consenti à être contactés, donc, la majorité en fait, pour qu'on puisse les suivre avec des questionnaires récurrents et puis leur proposer différentes autres recherches qui pourraient les intéresser. Et puis, bon, l'option généalogique, c'est à peu près le quart des participants qui ont accepté de remplir le questionnaire généalogique. Oui? Ben, c'est la recherche, c'est n'importe quoi sur des sujets de santé, puis ça peut être... Donc, mais, vos participants de... non, non, pas du tout. Il y en a beaucoup qui ont des maladies. La clé de cette publication, c'est toujours RAMQ. Vous avez une autre clé pour toutes les banques de données. Ça sera la clé RAMQ, finalement, le code RAMQ de chaque patient, mais ça sera l'arrimage, clé d'arrimage. On a un identifiant spécial qui nous permet de communiquer avec la RAMQ. Donc, parce qu'on a été au départ, donc, on a été... le recrutement s'est fait à partir de... C'est la RAMQ qui s'en est occupée. Donc, pour la phase A, il y avait une centrale d'appel à la RAMQ. C'était basé sur le code postal, puis l'âge. Donc, la RAMQ, on a créé un identifiant. Et puis, oui, les gens ont partagé leur numéro de RAMQ après, mais nous, à Carthagène, on ne garde pas ça dans nos bases de données. C'est vraiment... Et finalement, c'est que RAMQ, ça permet de tous les banques de données RAMQ, mais des fois, j'imagine que ça. Oui, absolument. Donc, on a un système de gouvernance qui est reconnu. On a une expertise en gouvernance des données, surtout grâce à notre directrice générale, Alexandra Obadia, qui travaille à Carthagène depuis 16 ans, qui a vraiment développé la gouvernance et ces trucs-là. Donc, il y a une séparation des renseignements personnels, c'est-à-dire que l'équipe Carthagène, puis les chercheurs qui travaillent avec les données de Carthagène ne connaissent évidemment pas l'identité des participants. Même à l'équipe Carthagène, on n'a pas de possibilité de rappeler les participants. On garde toutes les informations de contact séparément au CHU Sainte-Justine. On est basé au CHU Sainte-Justine dans l'unité des archives. Donc, il y a une personne qui est responsable d'avoir les courriels, les adresses, les noms, tout ça des participants. Puis quand on a besoin de recontacter les participants, on passe par elle. Puis, donc, c'est ça. Donc, l'équipe qui fait de la science n'a pas accès à ces données-là. Donc, on ne peut pas jumeler des données de santé, de questionnaire, tout ça, avec des gens. Donc, toutes nos données, évidemment, sont codées. Et puis, c'est ça, il y a un système de séparation de pouvoir et de clés. On a une politique de sécurité informatique, évidemment. Et puis, tout a été inspecté et approuvé par la Commission d'accès à l'information. Donc, je reviens à notre consortium canadien, qui est composé de 7 cohortes à travers le Canada. Évidemment, Carthagène, c'est le représentant du Québec. Il y a moyen d'avoir accès aux données de des gens qui font partie de CanPac. Donc, ça fait à peu près 300 000 personnes. On peut avoir accès à toutes ces données-là. Il y a un point central d'accès. Et puis, les questionnaires ont été harmonisés. Donc, pour ceux qui font des grosses études prospectives, il y a moyen d'avoir accès à toutes ces données-là. Je voulais vous parler un peu aussi de la chronologie de la création de Carthagène. Donc, on a commencé le recrutement en 2009-2010 parce qu'on a appelé la phase A. Donc, au cours de la phase A, il y a 20 000 personnes qui ont été recrutées. Puis, à l'époque, c'était une grosse affaire. Comme j'ai dit, donc, c'est la RAMQ. Il y a une centrale d'appel qui a été bâtie à la RAMQ. Les gens étaient appelés et puis on proposait le projet. S'ils acceptaient, ils allaient dans l'un des 13 centres de recrutement, c'était des hôpitaux au Québec. Et puis là, ils remplissaient un questionnaire devant un intervieweur.
On prenait des mesures physiques et puis donnait un échantillon de sang. Donc, au départ, c'était une très, très grosse entreprise. 20 000 personnes ont été recrutées comme ça au début. À partir de là, donc, on a commencé à opérer sur avec les participants de la phase A ont été contactés une première fois en 2011 puis 2012 pour leur faire passer un questionnaire de nutrition. Et ce questionnaire de nutrition, c'était DHQ2 pour ceux que ça intéresse. Et un questionnaire d'environnement, c'est-à-dire historique résidentiel et historique professionnel. Donc, les lieux où ils ont habité et puis les lieux où les endroits où ils ont travaillé aussi longtemps qu'ils se rappellent. Ça nous permet d'utiliser ces données-là pour jumeler avec des données d'exposition environnementale, par exemple. Ensuite, on était dans une autre période de recrutement, donc ce qu'on appelle la phase B, c'est 2013-2014. On a recruté 23 000 personnes, mais là, évidemment, on n'avait pas autant d'argent que la phase A. Donc, c'était une affaire qui était plus circonscrite. Les gens ont répondu à un questionnaire en ligne sur Lime Survey, et puis ceux qui ont accepté de donner des échantillons biologiques, environ la moitié, alors qu'à la phase A, tout le monde en a donné, ils devaient se rendre dans un des laboratoires partenaires, Biron, pour donner leur échantillon de sang. Puis il n'y a pas eu de mesures physiques qui ont été prises à ce niveau-là. Donc, 23 000, 20 000, ça fait 43 000 participants. C'est la cohorte carthagène actuelle. Donc, on voit que les plus nouveaux participants, ça fait au moins 10 ans qu'on les suit. Ça commence à avoir de la valeur comme cohorte prospective parce qu'on a au moins 10 ans de suivi maintenant sur nos participants. Ensuite, il y a eu différents recontacts ciblés, soit pour des études précises, soit pour un premier recontact de santé, un questionnaire de santé qu'on a administré en 2017 sur toute la cohorte. Et puis là, ben, l'idée, c'est d'en administrer aux 2-3 ans des questionnaires de suivi de santé, mais en 2020, il y a eu la COVID, fait qu'on a fait à la place des questionnaires centrés sur la COVID. Donc, sur 2 ans, de 2020 à 2022, on a eu une série de 4 questionnaires sur l'impact de la COVID, sur la santé des gens, sur la vie en général, sur tout ça. Donc, toutes les données qu'on a recueillies, évidemment, sont disponibles pour la recherche. Il n'y a pas de frein. Donc, cette année, il faudra bientôt que je mette à jour ma figure parce qu'on a beaucoup de recontacts de planifiés. Donc, un recontact de généalogie encore pour ceux qui n'ont pas participé la première fois. On a un contact pour aller récolter en partenariat avec Nutri-Québec pour aller ramasser des données de nutrition sur nos participants. Puis, on a un autre recontact de santé de Carthagène. Donc, on espère qu'on va compléter ça cette année. Donc, l'année prochaine, ou en tout cas, quand on aura fini de faire le nettoyage des données, ça va être disponible pour la recherche. Ici, je donne plus de détails sur les données qu'on a collectées. C'est disponible dans ma petite brochure. J'ai des exemplaires que ça vous intéresse. C'est aussi en ligne pour ceux qui n'aiment pas trop le papier. Sur notre site web, il est marqué brochure scientifique dans la section documents. Donc, vous pouvez aller chercher ça. La brochure imprimée est en français puis en anglais. C'est pratique. Sinon, les PDF sont disponibles en anglais et en français aussi sur Internet. Donc, nos questionnaires de santé, on a des facteurs démographiques, évidemment, d'habitude de vie, santé mentale, environnement psychosocial, historique médical, et personnel et familial, l'utilisation des services de santé, des médicaments prescrits et autres produits, et tout ça. Donc, mesures physiques pour la phase A. On a des mesures anthropométriques, pression sanguine, bioimpédance, force de préhension, densité osseuse, rigidité artérielle, fonction pulmonaire, des électrocardiogrammes, fonction cognitive, mais les tests ont été pris une seule fois. Donc, pour nos recontacts de nutrition et environnement, phase A, 10 000 personnes de la phase A ont répondu. On a donc les questionnaires de fréquence alimentaire,
Environnement, c'est l'historique résidentiel et professionnel et des expositions de toutes sortes. On a aussi, sur des sous-groupes de participants, vas-y, vous alliez poser une question. Je veux juste m'assurer, ces personnes apportent des remplis ou conformément avec de l'objectif, par exemple, les médicaments apportés, ou je ne sais pas, par exemple, les densités osseuses, ça apporte aux patients, les données d'information. Donc, à la phase A, les gens étaient invités à apporter leur sac de médicaments pour pouvoir rentrer les informations à l'aide de la personne qui était là. Des fois, c'était les infirmières, les intervieweuses. Donc, mais la phase B, c'est de l'autodéclarer. Donc, les gens étaient à la maison puis ils remplissaient ça en fonction de ce qui était écrit dans le questionnaire. Et donc, sur des sous-groupes de participants, on a des fois davantage d'informations. On a fait 1500 participants ont accepté de participer à l'étude de l'Alliance canadienne cœur et cerveau sain. Et sur ces participants-là, on a des IRM de cœur et de cerveau. 1500. Ouais. Et donc, à peu près 8000 personnes qui ont participé à notre étude COVID, dont à peu près 5000 qui ont donné des échantillons de sang pour la sérologie. On a fait des tests de sérologie, d'anticorps et tout ça. Quand les gens venaient donner du sang au recrutement, on faisait aussi des tests biochimiques hématologiques. Donc, on a des données biochimiques hématologiques, des bilans sanguins et profils lipidiques. On a des données génétiques également. Puis là, on est vraiment à fond dans la production de données génétiques. Les premiers projets génétiques, c'était vraiment mené par des chercheurs, mais là, à l'interne, on a pris le lead là-dessus. Et donc, on a des données de génotypage génomique pour toute la cohorte. Ça a été génotypé avec la puce Global Screening Array de Illumina. On a des données d'imputation là-dessus. Puis là, on est dans une grosse période où on fait du séquençage de whole genome sequencing. Donc, on a commencé en 2022, on a eu 2200 participants qui ont été whole genome sequence. Et puis, on espère en faire plus. On regarde d'autres techniques aussi. On devrait faire pour ceux qui connaissent ça, du long read. Donc, c'est excitant là, au niveau de la génétique à Carthagène. On a des échantillons biologiques à la biobanque. Les échantillons de Carthagène sont conservés à la biobanque du CIUS Chicoutimi. Donc, c'est Génome Québec qui gère la biobanque et elle est à Chicoutimi. Et on a des échantillons de sang, donc des dérivés du sang, du plasma sérum et des érythrocytes. On a extrait l'ADN, évidemment, parce qu'on fait des... Oui, monsieur? Séquençage, est-ce que c'est aléatoire ou bien utiliser des produits? Oui, c'est très intéressant. Donc, le projet, on appelle ça le projet GénoRevQ. On a eu de l'argent de Génome Québec pour faire ça. Ils ont choisi 2000 participants. Là-dedans, il y avait il y avait une volonté d'inclure la diversité, mais en génétique, si on inclut trop, pas assez de chaque, les données vont être juste pas utilisées. Donc, on a regardé quelles communautés étaient les plus nombreuses dans nos participants, parce qu'on représente la population du Québec. Donc, c'est environ 2900 participants, dont les 4 grands-parents sont nés au Canada. Donc, c'est majoritairement des Canadiens français, mais aussi anglais. Et puis, il y a 2 communautés, donc ça fait à peu près 200 quelques personnes. On a des Marocains et on a des Haïtiens. Donc, on a des petits cohortes. On se dit, ah mon Dieu, c'est pas beaucoup, mais quand on regarde dans la littérature, ça représente des plus grandes cohortes au monde pour ce genre de données de séquençage pangénomique. Donc, on est en train de regarder ce qu'on pourrait faire avec ça parce que c'est comme assez intéressant comme données. Et puis, les autres participants ont été choisis en fonction de, comme c'était les premiers à sortir, on a regardé ceux pour lesquels on avait le plus de données, en fait. Et puis, donc, c'est majoritairement des participants de la phase A.
Et il fallait qu'il y ait un échantillon biologique, évidemment. Et, et puis, c'est ça. Hum. Il n'y a pas de groupe autochtone dans le... Il y a, parce qu'on a recruté dans les centres urbains, il y a très peu de, il y a très peu d'Autochtones dans la cohorte carthagène. Donc, il y a des gens qui sont déclarés autochtones et ils vivaient en ville. Donc, on n'a pas recruté dans les réserves, puis on a recruté par la RAMQ. Et ceux qui vivent dans les villages amérindiens, tout ça, c'est pas le même régime d'assurance maladie, c'est un autre truc. Donc, on les voyait pas. On n'a pas pu les inviter à participer. Et c'est ça. Et donc, on a très, très peu d'Autochtones dans notre... Oui? Moi, j'ai une question. Votre biobanque, elle est bien regardée au-dessus du Saguenay, chez Hum. Est-ce que vous avez du séquençage sur une fameuse maladie orpheline très spécifique type au Saguenay où ça représente la plus grande population mondiale des maladies neurodégénératives? Ben, écoutez, on a des participants de Carthagène qui ont été recrutés dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis la région a été choisie parce que, justement, effet fondateur et tout ça. Et donc, on en a forcément. Le projet de séquençage actuellement, les données ont commencé, les données sont disponibles, vous pouvez les avoir si vous les voulez, mais il y a des gens qui ont formé un groupe collaboratif pour étudier différents aspects sur ces données-là. Et puis, parmi eux, des chercheurs étudient justement les maladies rares, les variants rares avec de l'importance clinique. Donc, Anne-Marie Laberge et deux de ses collègues au CHUM regardent ça présentement. Euh, je- il y a un webinaire, si ça vous intéresse, lundi prochain. Je vais vous donner des informations pour ça. C'est sur les données génétiques de Carthagène, c'est sur les premières conclusions de ce groupe qui les étudie. Donc, il y a plusieurs sujets qui vont être abordés, dont les maladies, dont les variants avec importance clinique, la diversité génétique, la génétique des populations, tout ça. Donc, c'est ça. Carthagène, c'est une cohorte populationnelle, mais de gens de 40 à 69 ans. Mais pourquoi on a fait ça? Mais c'est parce que c'est des gens qui ont le plus de chances de développer des maladies chroniques à moyen terme, disons. Et donc, ça, c'est des données au recrutement sur le nombre de cas qu'on a, des cas autodéclarés de différentes maladies. Puis comme vous voyez, ben, ça représente ce que la population a. Donc, on a beaucoup de cas d'hypercholestérolémie, d'hypertension, de diabète, toutes sortes de trucs comme ça. Et des cancers, on a beaucoup aussi. On peut regarder plus précisément certaines maladies qui sont, disons, assez communes. Donc, le diabète et l'hypertension, là, on a des graphiques qui montrent simplement les pourcentages de cas chez les hommes et chez les femmes en fonction des groupes d'âge. Donc, ça, c'est au recrutement. Donc, là, le graphique tend à se déplacer vers la droite. Les gens vieillissent. Les plus jeunes ont maintenant à peu près 50 ans. Et donc, on a, c'est certain, de plus en plus de cas de toutes ces maladies chroniques là. Hmm. Il y a- J'essaie de vous donner des espèces d'amuse-bouches, donc des idées de projets qu'on peut faire. On a regardé des différentes associations qu'on pourrait faire. Et puis là, on a des données sur la COVID. Donc, on a regardé avec ma collègue l'anxiété et la dépression. On sait que ça peut être associé quand même au vieillissement. On a des données sur l'anxiété et la dépression dans nos questionnaires, dans tous les questionnaires. Donc, c'est des questionnaires standardisés qui ont été intégrés dans les questionnaires de Carthagène. Pour ceux qui connaissent ça, c'est GAD-17 et PHQ-9. C'est ça? Oui, parfait. Je pensais m'en charger dans les lettres, mais c'est bon. Donc, ici, comme j'en ai parlé tantôt, on a fait une série de questionnaires pour la COVID, mais ce qu'on présente ici, c'est juste deux de ceux-là. Puis on voit quand même une espèce d'augmentation dans les niveaux d'anxiété à mesure que la pandémie perdurait. Et puis on a deux autres questionnaires après. Donc,
C'est possible de penser qu'on n'a pas regardé, mais qu'il y a une augmentation constante. Les gens étaient tannés probablement. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait étudier, la santé mentale et la COVID, là. À Carthagène, on veut être utilisé, donc on essaie de bonifier constamment la ressource. Donc, on harcèle les détenteurs de données pour avoir des mises à jour régulières, des bases de données médico-administratives. Puis, c'est quand même des données qui sont en demande. Les chercheurs aiment beaucoup avoir ces données-là. C'est des données qui sont compliquées, mais qui sont difficiles à obtenir aussi et qui sont riches en informations. On a développé une expertise sur ces données-là à l'interne. Donc, on a les données médicaux, services hospitalisation, séjour, registre du cancer, RAMQ médicaments pour ceux qui sont inscrits au régime public, les décès et cancer du sein, INSPQ. Donc, pour médicaux, actuellement, on a les données de 1998 à 2022. Et c'est ça, on est approuvé pour avoir des données, des mises à jour annuelles et c'est possible de les transférer à des chercheurs intéressés. Donc, on en a actuellement une douzaine de projets qui utilisent ce genre de données-là. Il faut à chaque fois demander, et là, ça change tout le temps. Maintenant, c'est l'ISQ qui organisait les dossiers pour qu'ils soient évalués par la Commission d'accès à l'information. Mais très récemment, on s'est fait dire que la CAI se retirait et que maintenant, c'était les détenteurs de données qui approuvaient ou non. Peu importe, c'est des détails administratifs. Mais tout ça pour dire que c'est compliqué puisque c'est Carthagène qui s'en charge. Donc, si ces données-là vous intéressent, c'est plus facile de les avoir de nous que directement tout seul face à toute cette bureaucratie. Et voilà. Donc, un autre graphe qu'on a préparé, c'est basé sur les données médico-administratives cette fois-ci. Là, j'ai mis 2021 parce qu'on n'a pas. C'est un graphique qui date un peu puis qu'on n'a pas encore intégré les données de 2022. Mais c'est sur les maladies neurodégénératives. Donc, en orange, j'ai perdu mes mots, c'est les cas prévalence qu'on observait au recrutement. Et puis en bleu, c'est les cas incidents. Donc, ce qu'on a vu dans les données médico-administratives depuis le recrutement. Et c'est un peu normal parce qu'il y avait un critère pour participer à l'étude, c'est qu'il fallait donner son consentement éclairé. Donc, ça ne peut pas être quelqu'un qui est complètement rendu loin dans ces maladies-là. Mais on voit qu'il y a une augmentation quand même de tous les cas de démence depuis le recrutement. Donc, j'ai parlé des données génétiques. C'est grâce à Génome Québec qu'ils font des investissements majeurs dans les Carthagènes pour qu'on puisse générer ces données-là parce que c'est très, très cher. Mais on est content. Donc, on a commencé par le génotypage. Maintenant, le génotypage est achevé. Et puis, on a entamé le séquençage. Puis, on en a fait 2200. Puis, on espère pouvoir avoir l'argent pour faire la cohorte au complet. Donc, il y a divers outils qui sont en train d'être construits par des collaborateurs pour pouvoir offrir des données génétiques sur Internet publiquement. Donc là, il y a un truc qui s'appelle, je me rappelle plus si ça s'appelle le FeeWeb, je pense. Donc, on peut, si on a un variant d'intérêt, regarder là-dedans, puis ça nous donne des informations en fonction de différents traits, là. Par exemple, moi, j'ai regardé l'hypercholestérolémie et puis j'ai sorti les variants qui étaient associés le plus. Donc, c'est ces variants-là. J'étudie pas en hypercholestérolémie, donc je ne sais pas si c'est quelque chose de très commun, mais il y a ces variants-là et puis les gènes les plus près, c'est ces gènes-là. Donc, il y a possibilité juste de. Ça va être
publié, ben, ça va être public, disons, sur Internet dans pas très longtemps. Donc, juste sans faire nécessairement de demande d'accès, juste que vous faites de la génétique, vous voulez regarder ça a l'air de quoi votre variant favori dans Cartagène, vous allez pouvoir taper et regarder. Donc, j'ai parlé d'un webinaire sur les données de séquençage de Cartagène. Pour ceux qui s'en intéressent, c'est lundi le 22 janvier à midi. Si vous voulez des informations, que vous êtes capable de retenir ça par cœur, ça, c'est le lien pour s'inscrire. Mais sinon, le plus facile, c'est juste de m'écrire à access@cartagène.qc.ca, puis je vais vous envoyer le lien. J'ai publié le lien aussi sur nos réseaux, donc sur LinkedIn et sur X. C'est un webinaire qui est en collaboration avec Génome Québec, puis on devrait avoir plusieurs présentations sur différents sujets. Puis si vous avez des questions, vous allez pouvoir les poser aussi. Puis on est à la recherche aussi de suggestions pour des trucs qu'on pourrait faire pour améliorer la ressource, pour que ça soit plus intéressant pour la communauté scientifique. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à en faire part aux gens qui vont être là. Donc, Cartagène, pour faire un petit résumé en chiffres, c'est 230 groupes de recherche à l'heure actuelle et 144 publications scientifiques. Puis, j'ai récemment commencé à regarder ça, mais il y a 59 thèses et mémoires publiées basées sur des données de Cartagène. Le processus d'accès est relativement simple. La première étape serait de me contacter à access@cartagène.qc.ca, mais vous pouvez aller sur notre site web, là, tout est écrit. Donc, on crée un compte, on remplit un formulaire, on met des documents qui sont demandés, CV, projet de recherche, certificat d'éthique. Le projet est évalué par un comité scientifique indépendant à Cartagène qui est composé de 7 chercheurs qui proviennent de différents instituts à travers le Québec. Quand votre projet est approuvé, il faut signer un contrat d'accès. Le contrat d'accès, la politique d'accès de Cartagène est en ligne. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder ça. Et ensuite, une fois que le contrat est signé, bon, vous pouvez avoir accès aux données, on vous les transfère et vous faites votre recherche. Puis quand c'est fini, vous publiez dans Science. Ça, c'est l'équipe de Cartagène. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Puis s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Puis si vous voulez des brochures, il y en a là et sur Internet. Merci beaucoup. Oui? Question, par rapport au questionnaire que tu utilisais, est-ce qu'il y a des questions par rapport aux pertes auditives? Aux pertes auditives. Julie? Oui, en fait, on pose quelques questions dans nos suivis de santé sur certaines maladies. C'est pas nécessairement toutes les options possibles qui sont là, mais on en a sélectionné des différentes. Mais comme maladie, pas nécessairement autre rapport pertes auditives, de niveau auditif. Juste avez-vous de la difficulté à entendre? Ah, voilà. On l'a au baseline de la phase AOP, on l'a pas sur tous nos participants. Sinon, on a certaines maladies comme tinnitus, d'autres choses que je connais pas tellement, comme dans mon domaine. Il y a quelques maladies listées dans le questionnaire qu'on va apporter dans le Oui? Personnel de travail. Est-ce que c'est une autodéclaration ou est-ce que vous avez des données concernant les expositions par exemple ou produits? Donc, les données du questionnaire d'occupation professionnelle sont autodéclarées. Les gens vont avoir rempli les informations concernant leur emploi depuis le premier. Et ensuite, les données d'exposition, la majorité des données d'exposition, c'est des données qui vont être dans des bases de données qu'on peut jumeler à Cartagène. Donc, par exemple, CANU, des trucs de l'INSPQ, tout ça. Puis, il y a des gens qui infèrent des expositions à des produits chimiques en fonction du titre de l'emploi. Par exemple, coiffeurs, des trucs comme ça peuvent être
exposés à différents types de produits. Et bien. Merci beaucoup de votre présentation. Assurément, ça nous interpelle beaucoup, cet élément de la recherche elle-même possible avec Cartagena, mais aussi la structure de gestion des données que vous avez mise en place pour donner accès, pour pouvoir poser des questions auxquelles les participants, pas nécessairement, même les chercheurs, n'ont pas nécessairement pensé. Donc, je pense que c'est quelque chose de très, très important. J'ai deux questions spécifiques. L'arrimage avec les autres provinces. Donc, est-ce qu'il y a une harmonisation des mesures qui ont été prises à travers les provinces qui permettent de poser des questions à l'échelle nationale? Puis ma deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des informations géographiques qu'on peut utiliser au Québec ou évidemment à travers le Canada suffisamment précises, par exemple, pour comparer les milieux ruraux, milieux urbains? Je vais commencer par la deuxième question, puis je vais laisser ma collègue répondre à la question d'harmonisation parce qu'elle elle faisait partie de l'équipe qui est en charge de l'harmonisation à CanPat. Donc, au niveau de l'indice géographique, les participants qui le voulaient pouvaient nous donner leur code postal à 6 chiffres. Donc, ça devient quand même assez précis. Par contre, cette information-là, on ne la partage pas. Mais ce qu'on peut faire, et ce qu'on fait de façon routinière, c'est de jumeler des bases de données, par exemple de StatCan ou de n'importe quoi, en servant du code postal. Et donc là, oui, il peut y avoir des données d'exposition qui sont tirées de ces bases de données-là, qu'on peut associer à des participants précis, puis à différentes périodes aussi, parce que, par exemple, si on prend les codes postaux dans le cadre du questionnaire d'historique résidentielle ou professionnel. Donc, euh, il y a comme la dimension année aussi. Et puis, l'harmonisation, Julie, je te laisse répondre. Problème. Dans le fond, dans le projet CARPAC, il y a une harmonisation prospective, c'est-à-dire que les chercheurs de chacune des cohortes participantes se sont assis ensemble et ont décidé d'un set d'informations à collecter au travers des différentes cohortes de différentes cohortes. Par exemple, tout le monde s'est entendu pour utiliser le PHQ9 pour collecter la ligne sur la détection. Donc, c'est un choix commun. Évidemment, il y a eu certains apprentissages, le baseline, il y a eu du travail de qui a été fait dessus, moins sur les follow-up. C'est-à-dire qu'une fois que les données ont été collectées, ils ont tous été déployés et réharmonisés pour être disponibles exactement avec les mêmes définitions dans le même format. Donc, pour ces 300 000 participants-là, 4 pattes, 300 000, c'était le nombre pour baseline. Qui ont ce set de données-là, ça représente, encore une fois, au baseline, ça représente des variables, je crois. Qui sont harmonisés au travers du Canada, donc déjà prêtes pour la co-analyse sans travail additionnel. Oui. Si un chercheur ici veut, par exemple, avoir accès à ces données, mais aussi collecter des données supplémentaires chez ses participants, est-ce que c'est possible de faire une collaboration avec Cartagena, c'est-à-dire qu'il peut, en gros, contacter nos participants pour les recruter vers une IRM ou quelque chose en plus qui ne peut pas faire, et sur l'ensemble, pour justement tirer parti de ces données déjà. Oui, oui, absolument. Donc, on le fait. Il faut contacter directement Cartagena pour voir si quand ça peut être fait. Évidemment, on ne peut pas en faire 1000 par année parce que on ne veut pas que les participants se fatiguent et puis décident de quitter la cohorte. Mais c'est tout à fait possible, puis on en fait. Ça peut être une collaboration. Ça dépend de l'intérêt pour la communauté scientifique. Si vous décidez de rappeler 3 personnes pour collecter une affaire très spécifique qui vous intéresse seulement vous, c'est sûr que peut-être que ça ne se fera pas par rapport à une étude qui serait plus large, qui serait un intérêt plus commun. Puis je veux dire, ça se peut que ça se fasse, ça dépend vraiment de ce que Cartagena a besoin de faire, disons, au niveau logistique. Parce qu'on a différentes façons de recontacter les participants. Et à l'époque, on faisait des gros trucs où on appelait les gens. Mais on ne fait plus ça parce qu'on n'a pas les ressources. Donc, c'est vraiment par courriel. Et ensuite, donc, si de votre côté, vous avez des choses déjà implantées, ça peut être un simple courriel de Cartagena qui invite les participants
à consentir à votre étude. Donc, cliquez sur ce lien si vous êtes intéressé. Et après ça, ça va de votre côté. Et puis, ils sont libres de vous donner leur information de contact, que vous puissiez les contacter pour les inviter à venir passer un test qui vous intéresse. Donc, Et après, on aurait le moyen d'avoir leur ID Carthagène pour matcher les gens. oui, absolument. Ouais. Merci beaucoup, c'est une ressource fascinante. Et je me demande vraiment, en termes de logistique, la gestion du comité d'accès, comment ça fonctionne. Vous avez l'accès simple, rapide et efficace. Ça comprenait une évaluation scientifique indépendante et des signatures de contrat. Dans mon expérience, ça, simple, rapide et efficace, pas les mots qui me viennent à l'esprit. Mais donc, je suis curieux déjà, dans les faits, le temps que ça prend concrètement, et aussi si vous avez réussi à engager la communauté internationale. Dans quelle mesure ces processus-là vous avez plutôt des chercheurs québécois qui utilisent la ressource, il y a aussi des gens du reste de la planète qui sont capables de passer au travers de ces obstacles, c'est le mot qui vient, mais étapes. Oui, ben, c'est sûr que la majorité des chercheurs sont québécois, mais on a des chercheurs canadiens, on a un chercheur américain, un chercheur australien, un chercheur anglais. Donc, on a à peu près 5-6 projets menés par des gens à l'extérieur du Canada. C'est pas la majorité, bien c'est sûr. Puis, ben, ça dépend. Souvent, ça arrive que c'est des anciens collaborateurs ou des gens qui étaient postdoc au Canada, puis qui ont connu la ressource, puis ils l'ont ramené de leur côté. Au niveau du processus à Carthagène, c'est sûr que ça fait 14 ans là, qu'on donne accès, fait qu'il y a des choses qui marchaient, qu'on fait, il y a des choses qui marchaient pas, qu'on fait plus, puis il y a des choses qu'on a inventées pour essayer d'accélérer. Il y a un processus d'accès accéléré pour les projets qui demandent juste des données. La majorité des projets, c'est juste des données. Et puis, l'évaluation par le comité indépendant peut se faire par courriel. Du coup, j'ai pas besoin d'organiser une réunion avec les 7. Donc, c'est une réunion, même si c'est en Teams ou en Zoom, ça prend quand même qu'ils soient tous en même temps à un moment X. Donc, c'est plus compliqué, mais c'est faisable. On en fait à peu près 3-4 par année. Donc, sinon, j'envoie les documents en fast track, donc à 2 membres et pas 7. Et puis, ils m'envoient leur conclusion au bout de 10 jours là, par courriel. Donc, je dirais pour le temps, et une fois que le document est soumis, moi, je le regarde, j'étudie la faisabilité, ça prend 3-4 jours ouvrables. Ensuite, il y a peut-être un retour vers le chercheur parce que les dossiers que je présente au comité, c'est des dossiers qui vont passer. Donc, dépendamment de comment est écrite la demande, il y a peut-être un petit back and forth qui va avoir lieu entre nous à l'interne, l'équipe de Carthagène et le chercheur. Ensuite, c'est ça, l'évaluation scientifique, si c'est en plénière, ben, ça arrive 4 fois par année, là, donc peut-être qu'il faut attendre 2 mois. Là. Sauf que si votre projet, c'est juste des données, donc je peux l'envoyer tout de suite. Ensuite, c'est 10 jours ouvrables. Puis, j'avoue que la portion contrat, ça peut être long. Parce que ça peut être long si l'Institut ne connaît pas Carthagène encore. Parce qu'une fois que le contact est établi, c'est pas pire. Quand il commence à avoir plusieurs chercheurs de même institut quand ils ont vu passer le contrat d'accès. Donc, ce que je suggère de faire, c'est d'envoyer le contrat d'accès avant tout ça. C'est disponible sur Internet. Écoutez, moi, je vais faire une demande. Regardez donc ça et essayez de poser vos questions à l'avance là, pour qu'on puisse entamer le processus. Donc, on n'a personne de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Donc, j'ai aucune idée si votre bureau des ententes légales est rapide et réactif ou slow. OK. Mais donc, il y a des échanges entre avocats pour essayer de négocier. Il n'y a rien à négocier de notre côté, sauf qu'il faut expliquer beaucoup au début quand ils ne connaissent pas. Ensuite, donc c'est ça, c'est le chercheur qui signe et son institution. Et ensuite, nous, c'est Sainte-Justine qui nous héberge. Donc, c'est eux qui sont nos représentants. C'est le directeur du centre de recherche de Sainte-Justine qui va signer, mais lui, il en signe
souvent. Fait que ça prend 24 heures, puis j'ai sa signature. Donc, cette partie-là, elle est rapide. Mais c'est vraiment au niveau de votre institution, je sais pas, je connais pas vraiment les délais qui peuvent. Il y a des fois, c'est long pour certains instituts, mais ça devient moins pire avec le temps. Donc, avant, à McGill, c'était très long, mais là, on dirait que c'est plus rapide parce que peut-être qu'ils sont habitués à nous. Oui. Donc, bien désolée, je suis sortie quelques minutes, je ne sais pas si vous l'avez déjà adressé, mais je me demandais encore, appeler certains participants si vous avez donné l'accord, mais est-ce que c'est possible aussi, si on pense qu'il y a un ou deux questions importantes pour être ajoutées au protocole, c'est une possibilité de parler avec vous sur la possibilité d'ajouter des mesures plutôt qu'à appeler les participants avec le côté négatif après de ce qui passe. Absolument, absolument. C'est possible, c'est encouragé. On est en processus de rédaction du questionnaire de suivi, puis on a déjà eu une rencontre avec une chercheure qui était intéressée par certaines questions, puis elle voulait suggérer de les mettre ou s'assurer qu'ils étaient déjà dedans. Donc oui, je vous conseille de nous contacter, puis on peut faire un petit Teams avec les épidémiologistes, puis voir qu'est-ce qui vous intéresse, puis qu'est-ce que... C'est sûr que si vous voulez rajouter 50 questions, ben, peut-être pas, mais si c'est des trucs précis, puis des fois, il y a des choses qu'on a déjà, par exemple. Donc, c'est tout à fait possible. S'il vous plaît, contactez-nous, on va vous parler. J'aimerais ajouter quelque chose parce que je suis une des épidémiologistes qui travaille justement à développer ce questionnaire-là pour la fin de l'année. On planifie de faire un sondage une fois qu'on va avoir quelque chose d'un peu plus complet aux chercheurs et utilisateurs pour avoir du feedback justement de la communauté scientifique sur est-ce que vous trouvez qu'il manque quelque chose, qu'il y a des choses moins intéressantes. Donc, si c'est quelque chose que vous aimeriez recevoir pour ce sondage-là dans les prochains mois, probablement s'inscrire sur la liste, on a une liste de communication chercheurs, une liste... Oui, une liste de diffusion. La liste de diffusion. Parce qu'on va probablement utiliser ça pour circuler et avoir du feedback. Merci. Merci encore pour cette belle présentation. Cette émission, on en rêve. Mais moi, j'avais une question surtout pour les maladies chroniques, puis celles que vous n'avez pas identifiées parce qu'elles sont peut-être arrivées comme un ICD de l'OMS pendant que vous avez commencé à créer Carthagène. J'en pense au moins à une très importante. Puis l'OMS aussi a des nouveaux critères, des fois aussi de santé ou de marqueurs de santé. Est-ce qu'il y a une ouverture donc à je comprends que vous avez une ouverture à vérifier si vous êtes capable de le faire ou pas le faire, mais allez-vous aussi faire un suivi à plus long terme où là, vous êtes en manque, entre guillemets, en manque d'argent et vous allez plus les rappeler, les gens, ou vous allez continuer? C'est quoi votre perspective pour les 10, 15, 20 prochaines années? Parce que là, je comprends que vous avez déjà des belles données sur avant, mais demain ou dans 10 ans, il se passe quoi avec Carthagène? Est-ce que c'est... Oui, ben, Carthagène, c'est une cohorte prospective. Donc, oui, on les rappelle avec des questionnaires, puis on a trouvé des moyens de rendre ça le moins onéreux possible. Donc, malheureusement, les gens qui n'ont pas d'ordinateur, ça ne marche plus. Mais des questionnaires autodéclarés, on va continuer à en créer puis à en soumettre à nos participants. Puis il y en a beaucoup qui aiment ça. Je veux dire, ils sont rentrés dans Carthagène, on a un biais, on a des gens qui aiment remplir des sondages. On leur a demandé qu'est-ce qui maintiendrait leur engagement, tout ça. Puis il y en a beaucoup qui ont parlé de contacts plus fréquents. Donc, c'est parce qu'avec, en tout cas, dans les dernières années, on a eu la COVID, tout ça, on avait. Mais, mais je pense que ça leur ferait plaisir de remplir un questionnaire par année, ou deux par année, ou trois par année. Pas à chaque semaine, mais donc, on va continuer de le faire. Puis quand on utilise, on est passé à REDCap maintenant. Donc, c'est quelque chose qui s'administre relativement facilement et qui se crée relativement facilement. Donc, on va continuer de le faire jusqu'à temps qu'on ait de l'argent pour payer les employés. C'est tout. Évidemment, on vise à avoir des données longitudinales qui étaient analysables dans le temps. Donc, on a surtout un souci de respecter
les mêmes informations au travers de toutes nos collectes. Par contre, on planifie d'ajouter des maladies en ce moment pour le prochain reportage. Donc, des ajouts, c'est plus facile que des changements. Fait que des changements de définition, du CD, tout ça, on ne considère pas nécessairement ça, on collecte vraiment les mêmes maladies au travers du temps avec des données. Sinon, parce que finalement, si je comprends, vraiment l'intérêt de partager, que c'est très intéressant, c'est que vous avez tous les banques de données ensemble, c'est magnifique, mais dans ce cas-là, à quel moment la mise à jour, ça sera fait? Parce que si je suis par exemple hospitalisée aujourd'hui pour une crise cardiaque, il y a un code dans Amérique que ça va sortir. Mais vous allez faire une mise à jour combien de fois par année pour mon dossier, par exemple, dans Carthagène? On reçoit les données environ une fois par année, puis c'est des données, mettons, là, on a jusqu'au 31 mars 2022. Donc, dépendamment de quand vous avez l'approbation, on vous envoie ce qu'on a à ce moment-là. Puis, il y a possibilité après de faire un amendement pour obtenir plus. Puis, c'est ça. J'ajoute une petite question sur la tarification pour les utilisateurs, donc les gens qui s'adressent à vous. Votre grille tarifaire, ça ressemble à quoi? Ben, on a des tarifs pour l'académique, puis on a aussi des tarifs pour les chercheurs en début de carrière, tels que définis par les IRSC. Donc, les frais d'accès sont, disons, en moyenne, les projets vont être autour de, quand les gens n'ont pas le 50% de rabais de jeunes chercheurs, c'est autour de 7 000, je dirais, 8 000 $. Et puis, si, surtout en début de carrière, si les frais d'accès sont un frein, il y a toujours moyen de, de se parler puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire. On invite les gens à inclure Carthagène dans les demandes de fonds. Puis, si la demande de fonds n'est pas obtenue, on peut quand même s'arranger, là. On n'a jamais refusé l'accès parce que quelqu'un ne pouvait pas payer s'il voulait, était vraiment motivé à faire de la recherche. Question, est-ce que vous pourriez décrire un petit peu le modèle financier? C'est vrai que c'est une ressource incroyable qui dure très très longtemps. Comment vous avez réussi à maintenir l'activité sur une période de 15 ans? Donc, on a eu beaucoup de fonds pour démarrer la cohorte, mais les gens n'ont pas pensé à maintenir la cohorte, disons. C'est ça, le gouvernement, ça fait plus beau commencer quelque chose que le maintenir. Et puis, c'est plus beau créer une nouvelle. Donc, le commentaire éditorial, ne répétez pas ça. Non, mais ça et donc, c'est sûr que, par exemple, pour les échantillons biologiques ou les données génétiques, ça coûte tellement cher à produire. On parle de millions de dollars, là. Moi, je n'ai jamais récupéré ça avec nos petits 4 000 $ par-ci par-là, là. On essaie juste de faire contribuer, mais on s'entend qu'on est financé par des fonds publics. Fait qu'on ne veut pas que les chercheurs se saignent pour nous utiliser parce qu'on aime mieux avoir plus d'utilisateurs. Puis on essaie d'aller chercher l'argent pour maintenir l'équipe ailleurs. Là, présentement, les partenaires financiers, c'est CANPAD via un truc qui s'appelle Partenariat canadien contre le cancer, c'est Génome Québec, puis c'est aussi le MEI pour, je pense que ça a changé de nom, ce ministère-là, il faut que j'update. En tout cas, pour les projets d'amélioration des infrastructures. Fait que les données, ça nous aide à un petit peu maintenir les plateformes à Carthagène, les frais d'accès aux données. Mais on ne récupère pas les coûts, là, c'est sûr. Le CHU de Saint-Augustine ne finance pas directement la cohorte. C'est via des partenaires. Non, c'est ça, ils ne financent pas du tout. Ils nous permettent d'être là et ils ne nous prennent pas d'indirect quand on fait des demandes de fonds. Fait que c'est déjà ça. Ouais, c'est ça. La dernière question, est-ce que c'est quoi les petites chances de données avant qu'ils soient rentrés dans le database public pour chaque chercheur qui prend les données en charge? La qualité des Oui, ben on a des curateurs de données, des analystes de données qui s'occupent de réviser. On a aussi l'équipe, on est partenaire de l'équipe Maelstrom qui s'occupe aussi de faire du clean-up de données avec nous. Mais c'est sûr que les données, on les améliore. On est toujours en train de jouer dedans, puis là, on s'aperçoit de certaines choses. On dit, OK, bon, la prochaine version, ça va être ça, puis on va corriger cette affaire-là, ou on va améliorer cette variable et tout ça. Donc, oui, il y a contrôle de qualité constant. Et c'est ça. Donc, voilà.
On sert aussi beaucoup des chercheurs parce que les gens vont utiliser des variables spécifiques. Il y en a beaucoup de variables. Puis là, quand tu es intéressé par une affaire, tu vas à fond dedans. Là, tu peux t'apercevoir de choses que quelqu'un qui a utilisé 10 000 variables en même temps n'a pas vu. Fait qu'on se sert beaucoup des commentaires, du feedback des chercheurs pour dire, OK, ouais, OK, là, il faut regarder ça, puis aller plus creux là-dedans pour cette variable-là. Une question par rapport aux finances, justement, vous voyez, aller chercher des fonds. Mais là, vous avez des épidémiologistes, vous avez des bioinformaticiens, vous avez des BI, donc moi, je ne vois pas l'épidémiologiste là-dedans, mais elle est utile pour justement gérer tout ça. On parle de quoi? De 14 temps plein? On parle de combien de temps plein finalement pour faire survivre Carthagène? Parce que, tu sais, imaginons que nous, on rêve et qu'on veut notre cohorte vieillissement plus. Mais on est. Ouais. Parce qu'aller chercher les fonds, c'est une guerre. Puis ça représente combien de millions par année pour juste survivre Carthagène, sans même pas parler de faire des génomes juste l'humain. Donc, les directeurs scientifiques ne sont pas payés. C'est un poste de nomination. Il y a dans l'équipe actuellement, Émilie aux archives, on la paye une journée par semaine. Charles, on le paye à temps partiel aussi. Et Maude aussi à temps partiel. Et donc, et Jonathan à temps partiel. Donc, il reste Georgette, Frédéric, Julie, Mainting et Catherine. 5 personnes. Et puis, je ne dis pas probablement qu'on aurait besoin d'un peu plus de gens. On met les bouchées doubles, on travaille beaucoup. Mais, donc, c'est pas des. Puis la direction. Donc, c'est quand même une petite équipe comparée aux 75 qui travaillaient quand il y avait le recrutement. Puis quand je suis arrivée, déjà, on était une douzaine, mais là, on est rendu comme ça. Peut-être qu'on aurait besoin de plus de TI, en fait. Je pense que la prochaine personne qu'on aurait engagée, c'est un TI. Tu as vu de description du protocole DRM sur le site? Est-ce qu'il y a un endroit qui partage de petites actions bénéfiques là-dessus? Ces informations-là sont disponibles, on les a dans nos. Mais comme les IRM ont été faits à l'Institut Cardio, puis à McGill, puis à Québec, j'ai des documents qui viennent de ces institutions-là, mais si vous êtes intéressé, je peux vous les partager. Il suffit de me contacter. Vous partagez des images elles-mêmes ou vous partagez des rapports de radiologie? On partage des images, puis des données relativement à ces images, puis des données de questionnaire relativement à ces images. Je peux envoyer J'ai fait ça pour un chercheur récemment, envoyer un exemple d'image. Parce que je ne connais pas grand-chose, mais lui, c'est un médecin qui est intéressé par tel. En tout cas, bref, j'ai envoyé un screenshot de l'image. Merci beaucoup.